Irakien. Sa branche militaire, l'armée du Mahdi, est officiellement dissoute. Pourtant, Ibrahim El-Jabiri, le représentant de Moqtada al-Sadr à Bagdad, n'hésite pas à évoquer la lutte armée. Nous disons aux responsables de la sécurité de ce pays, nous sommes avec vous si vous voulez contrer n'importe quelle attaque d'Al-Qaïda. Ce vent jaune issu des chars et des avions américains, avec la force de la résistance menée par Moqtada al-Sadr, ils vont disparaître. Si les chiites sont si déterminés à se défendre, c'est qu'ils ont été persécutés sous l'ère de Saddam Hussein. Après la chute du dictateur, chiites et sunnites se sont opposés dans une sanglante guerre sectaire. Certains membres des deux confessions ont dû fuir leur maison. C'est le cas de ce chauffeur de taxi chiite qui a souhaité garder l'anonymat pour éviter les représailles. Nous l'appellerons Ali. Il a fui la ville d'Abu Ghraib il y a 4 ans avec sa famille. Dans cette province à majorité sunnite, la situation était devenue trop dangereuse. Avec l'occupation américaine, ils ont cultivé le confessionnalisme dans le pays. Et nous avons dû fuir nos régions. Il y a eu des gens qu'on ne connaissait pas, des milices. Je ne peux pas dire qui c'était. Il n'y avait plus de sécurité. On sortait, on ne savait pas si on allait rentrer. Ali nous assure posséder une belle ferme à Abu Ghraib, où il élevait des volailles. Aujourd'hui, il habite ici, à Mashtal, un quartier défavorisé de la banlieue de Bagdad. Une ancienne base militaire où se sont installés les chiites qui ont dû fuir les provinces à majorité sunnite. Depuis 4 ans, Ali vit dans ce taudis, avec sa femme et ses 8 enfants. C'est difficile. On est 10 dans la famille. Je travaille, je fais le taxi. Des fois ça paye, d'autres fois non. Les 6 enfants qui sont là sont à l'école. Celui-là et celui-là. La vie est difficile. Regarde, il y a de la terre qui nous tombe dessus. Ali n'est jamais retourné à Abu Ghraib. Selon lui, la ville reste trop dangereuse. Elle est située dans la province à majorité sunnite d'Al-Anbar, à l'ouest de Bagdad. Nous nous y rendons. Ici, il faut une escorte pour circuler en sécurité. Pendant la guerre, la région était un bastion d'Al-Qaïda, à une époque dont les stigmates sont encore bien visibles. Aujourd'hui, le gouverneur doit inaugurer ce pont qui a sauté en octobre 2009. Route barrée, checkpoint, rien n'est laissé au hasard. Bonjour, c'est moi le colonel. La voiture derrière, c'est le conseiller de communication et ensuite vous fouillez tous les autres véhicules. La police et l'armée sont présentes en masse. Le gouverneur d'Al-Anbar, Qassem Mohamed, arrive, entouré d'une escorte massive. L'autoroute est bouclée et des pick-up chargés de mitrailleuses lourdes gardent tout le périmètre. Le gouverneur a déjà été victime de 4 tentatives d'assassinat. Il a perdu une main et utilise une canne pour marcher. La dernière attaque remonte à novembre 2011. Il a dénoncé publiquement l'implication de l'armée du Mahdi. Ce pont a été détruit par les terroristes, pas par les milices armées, parce qu'il existe d'un côté des milices armées patriotes et de l'autre côté des terroristes. Mais je n'accepte pas l'idée qu'un patriote détruise les infrastructures de son pays. Parmi les groupes armés que le gouverneur considère comme patriotes, il y a Al-Sahwa, ou le Réveil, une milice sunnite formée par les chefs tribaux qui a combattu Al-Qaïda aux côtés des Américains. Ces 3 chers font partie du commandement d'Al-Sahwa. Grâce à leur connaissance du terrain, ces hommes ont réussi à neutraliser la nébuleuse terroriste, une victoire qu'ils ont payée au prix fort. Ça, c'est le résultat du terrorisme. Regarde. Ils ont tué tous mes frères, 4 de mes frères. Et je ne parle pas de mes cousins et de mes oncles. Moi, je suis un peu mort à chaque fois. Chacun de ces chers dirige une tribu et est capable de mobiliser plusieurs milliers de combattants en quelques heures. Avec le départ des Américains, ils sont inquiets. Le souffle sectaire, je suis désolé de le dire, est très fort. Nos fils ont rejoint l'armée. Mais quand tu regardes, le pourcentage de sunnites est négligeable par rapport à l'autre confession.
Nous comptons sur Dieu pour nous protéger et sur nos armes pour nous défendre, comme on l'a fait au début. On a gardé toutes nos armes. On est prêt à regrouper nos forces et à nous battre avec les enfants qu'il nous reste. Comme l'armée du Mahdi, Al-Sahwa est officiellement démantelée. En réalité, les hommes et leurs armes ont simplement été transférés à la police de la province. Une véritable armée composée de vétérans de la lutte contre Al-Qaïda, équipée de pick-up et de Hummer blindés bardés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes. Cette unité s'appelle la brigade Abu Riché, du nom de famille de son vrai chef, le cheikh Ahmed Abu Riché. Il vit protégé dans cette forteresse. C'est une cible pour les organisations terroristes. La plupart de ses frères et son père ont été assassinés. Aujourd'hui, le cheikh se sent marginalisé par le gouvernement de Nouri al-Maliki. Si le gouvernement central continue sur cette voie, nous aurons le choix des provinces et des États fédéraux. Comme ça, nous serons à l'abri de la marginalisation exercée par le gouvernement. Et s'ils ne respectent pas la Constitution, ils vont perdre leur légitimité et il va leur arriver ce qui est arrivé en Libye, en Égypte, en Tunisie. L'autonomie, Salah ed-Din et Diyala, les deux autres provinces sunnites d'Irak, l'ont d'ores et déjà décrétée, contre l'avis du gouvernement de Nouri al-Maliki. Nous nous rendons à Salah ed-Din. Depuis que le gouvernement local a voté l'autonomie, l'armée irakienne s'est retirée de la province. Ici, à Tuz-Kormato, 400 policiers sont seuls à assurer la sécurité d'une circonscription de 120 000 habitants. Une tâche impossible. Pourtant, pour le maire, l'autonomie du triangle sunnite est inévitable. En ce qui concerne les nominations, il y a marginalisation et il y a des pressions de Bagdad sur les provinces en Irak. Ils font exprès de prendre des décisions qui nuisent à certaines régions. Les problèmes de l'Irak ne finiront jamais si on ne fait pas de province autonome. Le modèle se trouve à quelques kilomètres de là, derrière ces montagnes. C'est le Kurdistan, première province réellement autonome. Un autre Irak. Erbil, sa capitale, est prospère. Elle dispose de son propre gouvernement et de sa propre armée, de 80 000 hommes. Une autonomie garantie par la constitution irakienne. Marginalisés, certains responsables sunnites aimeraient voir leur province suivre le même chemin, au risque de renforcer des divisions qui pourraient replonger l'Irak dans une sanglante guerre confessionnelle. Et en plateau avec nous, James André de Retour d'Irak. Bonjour James. Bonjour. Vous terminez ce reportage en Irak sur l'exemple du Kurdistan et de cette autonomie qui fonctionne, mais le cas du Kurdistan est très particulier dans ce pays d'Irak. Oui, absolument. Le Kurdistan, c'est vraiment une autre histoire. D'abord, le Kurdistan, c'est une ethnie à part. Ce sont des Kurdes, Kurdes qui ont été persécutés sous Saddam Hussein très très tôt. Lorsque les Américains sont venus en 2003, eh bien, le Kurdistan était une zone à part. Il y a eu très peu de combats au Kurdistan, et d'ailleurs le Kurdistan s'est détaché il y a longtemps, s'est détaché au tout début du conflit, donc effectivement vers 2003. Donc c'est vraiment une histoire différente. Le reste de l'Irak, ce ne sont pas du tout les Kurdes, et il n'y a pas ce problème de confession au Kurdistan. Il y a des chiites, il y a des sunnites, mais ils vivent tous ensemble, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais donc cette autonomie que les Kurdes vivent depuis longtemps désormais, qui est garantie par la Constitution, ne pourrait pas s'appliquer aux sunnites, aux régions sunnites et aux régions chiites? Alors, la constitution irakienne prévoit effectivement la possibilité que ces régions deviennent autonomes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu avec ça que les sunnites jouent en ce moment. En revanche, il y a un processus, il y a des étapes qui doivent être passées. Ces étapes n'ont pas été passées. Donc, si vous voulez, le pays n'est pas prêt encore à cette autonomie. L'autonomie était relative. Les gouverneurs ont beaucoup de pouvoir dans chacune des régions. Mais eux, ils insistent sur cette autonomie qui est proposée par la Constitution, qui est effectivement complètement en place au Kurdistan. Mais une fois de plus, le Kurdistan est un cas un petit peu à part. Et ils essaient de jouer là-dessus pour gagner cette autonomie, pour un petit peu l'exagérer, mais c'est aussi ça qui peut causer le conflit. Voilà, et qui peut causer la déflagration de l'Irak tel qu'on l'a connu. Alors, il y a effectivement, de toute façon, une crise entre les chiites et les sunnites. Ça fait longtemps qu'elle existe. Il y a eu une guerre sanglante entre chiites et sunnites en 2006-2007. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Il y avait, juste avant le retrait des Américains, une crise politique très importante entre le bloc sunnite, enfin le bloc irakia, qui est donc laïque, mais qui est plutôt mené par les sunnites, et le bloc chiite au Parlement, mené donc par le Premier ministre Nouri al-Maliki, puisque depuis les élections
élections en 2010, eh bien c'était Iyad Allawi qui avait gagné ces élections, qui avait le plus grand nombre de voix, mais ça s'est joué à très peu. Et ensuite, il y a eu une coalition entre les chiites et les Kurdes qui a amené Nouri al-Maliki au pouvoir. Donc il y a de toute façon une tension depuis longtemps, et là les Américains se retirent, on se retrouve avec les deux anciens groupes opposants, on va dire, à Saddam Hussein qui sont là et qui n'ont plus d'arbitres, qui se retrouvent face à face. Un mot rapide sur la situation politique présente justement en Irak. Eh bien, là, la situation est extrêmement tendue. Nous, au moment où on a quitté l'Irak, vraiment fin 2011, on avait une situation où le gouvernement de Maliki a lancé un mandat d'arrêt. Le gouvernement a lancé un mandat d'arrêt contre le vice-président, donc qui est un sunnite qui s'appelle Hachemi, qui est actuellement au Kurdistan irakien et qui est accusé d'avoir commandité des actes terroristes. Et on a vu une conférence de presse incroyable au ministère de l'Intérieur où on avait tous les lieutenants de Hachemi qui témoignaient les uns après les autres de ces activités. Alors ça c'est pour la situation politique. Je voudrais qu'on termine en parlant du grand voisin ô combien remuant, c'est l'Iran, avec lequel on sait que l'Irak a été en guerre il y a de longues années de ça. L'Iran a intérêt à déstabiliser l'Irak et a intérêt à pousser les intérêts des chiites. C'est-à-dire que effectivement les chiites ont beaucoup de liens avec l'Iran, notamment Maqtada al-Sadr, dont on voit les partisans dans le sujet, qui lui est la plupart du temps, il est en Iran. Donc effectivement, il y a une grosse influence iranienne qui a envoyé notamment des négociateurs, qui a envoyé des militaires quand il y a eu la crise. L'objectif de l'Iran, c'est d'éviter que l'Irak redevienne une puissance régionale importante. D'une part, il y a ça, mais il y a aussi le fait de pousser, on va dire, les chiites d'Irak à prendre le maximum de pouvoir, dans le but quelque part de créer une sorte de bloc. Iran, un grand bloc chiite. Un grand bloc chiite, Iran, Irak, Syrie. C'est un petit peu ce qui se joue en ce moment, et ça, c'est contré par les sunnites qui sont, eux, plutôt soutenus par l'Arabie Saoudite, qui a évidemment intérêt à ce que ça n'arrive pas. Et les Américains, ce qui donne aussi évidemment un éclairage sur cette crise dans cette région. Merci beaucoup James André d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24. L'agriculture au Maroc a toujours été un secteur stratégique pour le développement socio-économique du pays. Un nouveau plan Maroc vert a été élaboré pour que l'agriculture s'installe dans les 10 prochaines années comme un des principaux moteurs de croissance de l'économie du royaume. Le Maroc, pays émergent et solidaire, attend avec cette restructuration d'envergure des retombées importantes en termes de croissance du PIB, de création d'emplois, d'exportation et de lutte contre la pauvreté. Le Maroc s'équipe d'infrastructures performantes sur tout le territoire et le secteur agricole n'est pas en reste. Il s'agit d'un suivi satellitaire, le SIG, consultable par tous, qui a nécessité la numérisation de près de 20 millions d'hectares de terres agricoles